La croissance économique et le développement économique. La croissance économique est l'un des principaux objets des politiques économiques des pays développés. Il ne faut pas confondre croissance et développement, même si ces deux notions sont liées. La croissance est un phénomène économique quantitatif, donc mesurable, caractérisant l'augmentation des richesses produites par un pays sur une période donnée. Le développement correspond à l'ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent à l'apparition et la prolongation de la croissance économique. La croissance est une condition nécessaire pour le bon déroulement du processus de développement, mais le développement est aussi indispensable à la poursuite de la croissance. Définition. La croissance économique est l'accroissement durable de la production globale d'une économie. C'est donc un phénomène quantitatif que l'on peut mesurer. C'est aussi un phénomène de longue période. Ne pas confondre croissance avec expansion, augmentation de la production sur une courte période. Le développement, c'est l'ensemble des transfos techniques, sociales, démographiques et culturelles. Exemple de transfo, ouverture sur l'extérieur, réduction des inégalités, élévation du niveau d'instruction, qui permettent l'apparition et la prolongation de la croissance économique ainsi que l'élévation des niveaux de vie. Le développement est une notion qui traduit l'aspect structurel, la répartition sectorielle des activités par respective des secteurs primaires, secondaires, tertiaires, et l'aspect qualitatif de la croissance. Le développement est souvent assimilé au progrès économique et social, élévation du niveau de vie et du niveau d'instruction, bien-être pour l'ensemble de la population. La mesure de la croissance, le taux de croissance du PIB. Pour mesurer la croissance économique, on retient comme indicateur de la production le PIB, le produit intérieur brut. Le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées par les différentes branches résidentes de l'économie pendant une année. La valeur ajoutée, c'est la différence entre la valeur de la production de l'entreprise et la valeur des biens et services achetés, les consommations intermédiaires, à d'autres entreprises. La croissance correspond donc au taux de croissance du PIB. On fait la formule valeur du PIB de l'année 2 moins la valeur du PIB de l'année 1 sur la valeur du PIB de l'année 1 fois 100. Par exemple, si le PIB se monte à 6 000 milliards d'euros l'année 1 pour passer à 6 240 milliards l'année 2, le taux de croissance du PIB est de 6 240 moins 6 000 égale 240 sur 6 000 fois 100 égale 4%. Le taux de croissance est le taux de croissance annuel du PIB. Mais cette hausse du PIB peut être seulement le résultat d'une augmentation des prix, les quantités produites restant les mêmes entre les années 1 et 2. Ainsi, la croissance du PIB d'une année sur l'autre provient d'un effet quantité, mais aussi d'un effet prix. Pour mesurer la croissance réelle, il est nécessaire d'éliminer l'effet de l'augmentation des prix. Il faut calculer le PIB à prix constant. Si l'indice des prix est passé de 100 à 102 entre les années 1 et 2, soit 2% d'augmentation pour les prix à la consommation, on peut calculer le taux en euros, taux de consommation en euros constants. L'indice de la production en euros constants est égal à l'indice de la production en euros courants. C'est l'indice des prix fois 100. L'année 2, l'indice de la production en euros courants est de 104, hausse de 4% en effet. On a alors indice de l'APO en euros constant, courant, pardon. Non, oh, je sais plus ce que je dis. En euros courant. Ou constant. Constant. C'est constant, c'est constant. Alors, je disais, on a l'indice de la PO en euros constant, donc 104 sur 102 fois 100, c'est égal à 101,96. Donc le PIB en euros constant a donc augmenté de 1,96%, soit 2%. Attention à ne pas soustraire le taux d'inflation du taux de croissance en euros courants, même si pour les points nombres,
L'ordre de grandeur des opérations est voisin. Ah, là, c'est très loin, des fois je comprends même pas ce que je dis. La croissance économique est donc mesurée par le taux de croissance du PIB évalué en euros constants. Lorsque la croissance est évaluée en euros courants, il s'agit de la croissance nominale. La croissance nominale, c'est la croissance en valeur à prix courant en euros courants. La croissance réelle, c'est la croissance en volume, la croissance à prix constant, la croissance en euros constants. Le taux de croissance du PIB par habitant en volume. Prix de 95. La prospérité économique constitue l'un des piliers du développement durable. Une croissance dynamique par habitant contribue au développement des moyens mobilisables pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux présents et futurs. Mesurée par l'évolution du produit intérieur brut, le PIB, par habitant à prix constant en volume, elle a été plus modérée pour la France que pour l'Union européenne dans son ensemble entre 2000 et 2008, plus 1% par an contre plus 1,6% pour l'Union européenne à 27 et 1,3% et plus 1,3% pour l'Union européenne à 15. Voilà, c'est une petite donnée. Les limites du taux de croissance. Donc, Stiglitz veut mesurer le bien-être. Quels défauts sont imputés au PIB comme indicateur de croissance? Quels défauts sont imputés au PIB comme indicateur de bien-être? Donc, on a une croissance économique élevée qui n'est pas un synonyme d'augmentation du niveau de vie. La croissance démographique peut être plus rapide que la croissance de la production. Alors, la production par tête diminue et on parle de croissance régressive. La notion de PIB par tête permet de comparer les pays. Donc le calcul, le PIB par tête est égal au PIB par habitant est égal au PIB du pays sur la population totale. Deux pays de puissance économique différentes, de PIB différents donc, peuvent avoir un niveau de vie moyen au niveau du PIB par tête. Donc un niveau de vie moyen proche. Par ailleurs, l'inégale répartition des richesses créées peut faire coïncider un PIB élevé et une grande pauvreté pour une partie de la population. Il faut voir le classement du PIB par habitant et la croissance démographique. Une autre limite du taux de croissance tient à des problèmes de mesure. Le PIB ne mesure qu'une partie de la production économique. Il exclut une partie de l'économie non officielle. Il ne tient pas compte d'activités comme le travail domestique, le travail associatif bénévole, l'autoconsommation. Une autre difficulté de mesure correspond au cycle de vie des produits. De nouveaux produits apparaissent d'une période à l'autre. Ils n'ont pas de prix lors de la période de base, tandis que d'autres disparaissent. Et les prix relatifs entre les biens peuvent se modifier considérablement. Les statisticiens doivent donc changer régulièrement de période de base. Le PIB enregistre aussi des augmentations quantitatives qu'il conviendrait de plutôt soustraire si l'on cherchait à mesurer le progrès social. L'augmentation de la production d'alcool et de tabac, l'augmentation des frais médicaux, l'accroissement des maladies professionnelles qu'il faut soigner, la pollution qu'il faut combattre constituent aussi des façons d'augmenter la production nationale. Référence à Bertrand de Jouvenel contestant le PIB. Si on détruisait la cathédrale Notre-Dame de Paris pour construire à la place un parking, le PIB augmenterait. Le problème du taux de change. Pour effectuer les comparaisons internationales, il faudrait convertir les PIB des différents pays dans une monnaie unique, en général le dollar. Mais les variations de taux de change peuvent modifier considérablement les résultats d'une période à l'autre. En conclusion, le PIB a bien des défauts pour traduire le vrai degré de richesse et de bien-être d'un pays. Donc certaines valeurs gonflent le PIB, par exemple les nuisances, les détériorations de l'environnement, l'insécurité des villes, la pollution, la dégradation des conditions de vie, les épuisements des richesses naturelles. Certaines formes d'économie ne sont pas prises en compte comme le travail domestique, la cuisine, le bricolage, le ménage. Quand une femme de ménage épouse son patron, le PIB diminue car son revenu n'est pas rémunéré. Car son travail n'est pas rémunéré. L'économie souterraine, les productions illégales ou contestables, comme les armes. Le PIB est uniquement quantitatif et pas qualitatif. Il ne donne pas une indication sur le niveau réel de développement d'un pays. Le PIB par habitant élevé peut cacher de grands écarts entre les habitants du pays. Le PIB ignore aussi ce qui est qualitatif comme le bien-être, les loisirs, la sécurité, le niveau d'éducation et la liberté.
De nouveaux indicateurs ont été créés pour prendre en compte cet aspect qualitatif. Par exemple, l'IDH, l'indicateur de développement humain, élaboré par l'Organisation des Nations Unies, indice publié par les Nations Unies pour mesurer le développement social et culturel des pays du monde. Il est calculé à partir de l'espérance de vie à la naissance, du degré d'éducation, mesuré par la moyenne d'années d'études au niveau de la scolarisation des jeunes et le taux d'alphabétisation des adultes, et le PIB réel par habitant, ajusté pour tenir compte des niveaux de taux de change, la croissance économique, le revenu. Croissance économique du revenu. Les deux sources de la croissance de la population et le progrès technique. La croissance démographique accroît la demande des ménages. Le progrès technique qui permet des gains de productivité qui accroissent les profits des entreprises et donc la demande pour des biens d'équipement, mais aussi de multiples innovations. La théorie de la croissance endogène. La croissance est un phénomène cumulatif. La croissance entraîne le progrès technique et les profits qui eux-mêmes entraînent la croissance. Donc accroissement, le cercle vertueux de la croissance, hein, c'est l'accroissement de la population qui augmente la demande d'innovation, demande de biens de consommation, qui crée la croissance, les innovations qui créent le progrès technique, le gain de productivité et la hausse des profits, la demande de biens d'équipement, qui crée la croissance. Voilà, hein, c'est le cercle. Les facteurs de production permettent la croissance. La croissance extensive rendu possible par l'accroissement d'utilisation de facteurs de production en volume. La croissance intensive rendue possible par une meilleure productivité des facteurs de production, le progrès technique, l'automatisation, la recherche et développement, le taylorisme, l'organisation du travail. La croissance résulte en fait d'une combinaison des deux. Pendant les 30 glorieuses, en URSS, la croissance était plutôt une croissance extensive, alors que dans les pays développés, à économie de marché, c'était plutôt une croissance intensive. Les autres sources de croissance, le commerce international qui crée des débouchés et réduit les coûts, économie d'échelle. Les politiques économiques des États relancent agir sur les politiques économiques des États relancent agir sur les investissements ou demandent. Et l'instruction qualification volonté individuelle de gagner de l'argent. Ouais, l'économie, c'est pas toujours français, hein. Tout. Contribution des agents et des secteurs d'activité à la croissance. L'évolution du PIB. En France, le premier choc pétrolier marque la fin d'une période de forte croissance qui durait depuis la fin du second conflit mondial. Alors que le pays connaît une croissance moyenne de 5,6% par an entre 1960 et 1974, le rythme de progression du PIB baisse par la suite nettement. Depuis 1975, la croissance ne s'élève qu'à 2,3% par an en moyenne et s'avère plus volatile qu'auparavant. Néanmoins, le PIB en volume a quasiment doublé en 30 ans. En valeur, la composition de la production par produit évolue de façon assez régulière depuis la fin des années 1950. La part de production agricole passe de 10 à 2%, celle de la production industrielle se replie de 44 à 30%, alors que celle des services marchands et non marchands croît de 40% à un peu plus de 60%. La part de la construction reste relativement stable et aussi autour de 8% de la production totale. Sur une longue période, l'ouverture internationale de la France se traduit par une forte croissance du poids des importations et des exportations dans le PIB alors qu'elle représentait environ un huitième du PIB en 1960. Leur poids atteint aujourd'hui un peu plus du quart. En revanche, le poids dans le PIB des dépenses de consommation des ménages, 55%, et de l'investissement, environ 20%, est resté relativement stable dans le temps. Ça, c'était un document de 2007 de l'INSEE première. Les outils de mesure du développement. Le revenu par habitant ou par tête, c'est l'indicateur de développement utilisé par la Banque mondiale. Donc le revenu par habitant, c'est le revenu global d'un pays, le PNB, sur le nombre d'habitants. Pour rappel, le PNB, c'est le produit national brut. Le PNB, c'est le PIB plus les revenus du travail et du capital en provenance de l'étranger. Les revenus du travail et du capital versés, moins les revenus du travail et du capital versés à l'étranger. Donc ça, c'est les salaires versés à des travailleurs transfrontaliers, versement de dividendes à des actionnaires étrangers. Donc le PIB et le PNB ont un montant peu différent pour les pays développés. Pour rappel, le PIB mesure la richesse créée pendant une période, en général une année, sur le territoire national par les agents résidents, les Français et les étrangers.
On raisonne par rapport au pouvoir d'achat pour comparer les niveaux de vie entre les pays. Le PIB réel par habitant est ajusté pour tenir compte des niveaux de taux de change. Le revenu par habitant est généralement calculé selon la méthode des parités de pouvoir d'achat, la PPA. Donc la parité de pouvoir d'achat est une méthode utilisée en économie pour établir une comparaison entre pays du pouvoir d'achat des devises nationales, ce qu'une simple utilisation des taux de change ne permet pas de faire. Le pouvoir d'achat d'une quantité donnée d'argent dépend en effet du coût de la vie, c'est-à-dire du niveau général des prix. La PPA permet de mesurer combien une devise permet d'acheter de biens et services dans chacune des zones que l'on compare. Les biens et services utilisés dans la comparaison forment un panier de la ménagère normalisée, dont le contenu peut être sujet à caution. La monnaie couramment utilisée comme référence est le dollar US pris à une année donnée. Même pouvoir d'achat d'un dollar, et par exemple acheter la même quantité de riz aux USA et au Tchad. L'indicateur de développement humain, l'IDH, l'indicateur est élaboré par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, prend en compte 3 données. Le niveau de revenu par habitant mesuré au taux de change de PPA, le niveau de degré d'éducation apprécié par 2 indicateurs, le taux d'alphabétisation des adultes et le nombre moyen d'années d'études de la population adulte, la moyenne d'années d'études quoi, et le niveau de santé de la population estimé par l'espérance de vie à la naissance. 3 niveaux de 0 minimum à 1 maximum. Au-dessus de 0,8, le niveau élevé de développement humain, de 0,799 à 0,5 niveau moyen et inférieur à 0,5 niveau faible. Et pour finir, l'indicateur de pauvreté humaine dans les pays en développement, l'IPH 1. L'indicateur introduit par le PNUD en 1997 et revu en 2003 mesure la proportion de la population affectée par 3 types d'atteintes à la possibilité de vivre une existence décente. La longévité, la pourcentage de population dont l'espérance de vie n'atteint pas 40 ans. L'instruction, le pourcentage d'analphabètes dans la population adulte. Et les conditions de vie, les conditions matérielles d'existence appréciées par la combinaison de 2 variables, le pourcentage de population n'ayant pas accès à l'eau potable et le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition. Mesuré à partir de 3 variables, l'accès aux services de santé, l'accès à l'eau potable et la part des enfants de moins de 5 ans victimes de malnutrition. Il existe aussi un indicateur de pauvreté humaine pour certains pays de l'OCDE, IPH2. Il prend en compte la grande pauvreté qui peut exister dans les pays riches. L'IPH existe aussi pour les pays développés et IPH2 mesurant l'exclusion sociale. Plus l'IPH est élevé, plus le niveau de développement du pays est bas. L'IPH complète l'IDH car l'amélioration de l'IDH peut cacher une répartition inégale des progrès réalisés ou la persistance de zones de pauvreté.